La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les titres. Lomé se rapproche de Luanda. Ce jeudi, le ministre angolais des Relations extérieures était au Togo ce jour où il a remis un message de son président à son homologue togolais Faure Essozimna Gnazingbe. Puis le ministre a rencontré son collègue togolais des Affaires étrangères. Vers un mieux-être du secteur éducatif du Togo. Un accord vient d'être signé ce jeudi entre le gouvernement et les représentants des fédérations des syndicats d'enseignants en présence du Premier ministre. Le contenu de cet accord tout de suite dans cette édition. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnazingbe, a échangé ce matin au palais de la présidence de la République avec le ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Augusto. Il est porteur d'un message du président angolais à son homologue togolais. Et au menu de cet entretien, la crise politique qui prévaut en Guinée-Bissau. Nous écoutons l'émissaire du président angolais à sa sortie d'audience au micro de Arnaud Kili. De rencontrer son Excellence le président Faure Gnazingbe dans ma qualité d'envoyé spécial de son Excellence le président João Lourenço de la République d'Angola qui m'a dépêché pour délivrer un message à son frère et homologue. Le message portait sur les relations bilatérales entre les deux pays. Comme vous savez, les relations entre l'Angola et le Togo sont bonnes et on veut renforcer ces relations et aussi traduire les bonnes relations politiques dans les relations économiques et de coopération. On pense qu'il y a un grand potentiel pour développer les relations économiques et de coopération entre les deux pays. Les économies respectives sont complémentaires et on va travailler avec mon collègue, le ministre des Affaires étrangères du Togo, dans le sens qu'on puisse mettre nos opérateurs économiques en contact, surtout le secteur privé des deux pays. Donc on a discuté avec son Excellence le président Faure les voies et moyens pour atteindre cet objectif. On a aussi parlé des affaires régionales et surtout de ce qui se passe dans la zone de la CEDEAO. Et spécifiquement, on a aussi échangé de vues sur la Guinée-Bissau, pays frère qui connaît une situation d'instabilité, mais qui, avec les efforts de la CEDEAO en général et du président Faure en particulier, ont maintenant l'espoir que la situation politique puisse être normalisée. Donc nous sommes venus ici pour être informés par le président Faure des développements, parce que vous savez qu'il y a des liens historiques et linguistiques qui rapprochent l'Angola et la Guinée-Bissau. Et donc on voulait écouter du président en exercice de la CEDEAO son point de vue sur le développement dans ces pays frères. Et toujours au palais de la présidence de la République en seconde audience, le chef de l'État a échangé avec le producteur cinéaste de films Nollywood du Nigeria, Charles Okufor. Celui-ci est recruté par la CEDEAO pour réaliser un film documentaire sur la migration clandestine. Et il est venu rencontrer le chef de l'État, président en exercice de la CEDEAO, pour recueillir ses orientations avant le tournage. Ce film est appelé à conscientiser les jeunes de l'espace CEDEAO
CEDEAO sur la problématique de la migration clandestine. Nous l'écoutons au sorti de l'audience, toujours au micro de Arnaud Kilou. De cette audience avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et que Monsieur Okofor, que vous avez à ma gauche, a été recruté par le Centre international pour le développement de la lutte contre la migration. Donc c'est à ce titre, comme vous le savez, le président de la République, depuis son accession à la tête de la CEDEAO, fait de la libre circulation des personnes et des biens et de la lutte contre la migration clandestine son cheval de bataille dans notre espace CEDEAO. C'est à ce titre que lui, en tant que producteur de films cinéaste Nollywood que vous connaissez du Nigeria, a été recruté donc par la Commission, l'Union européenne et un certain nombre d'institutions partenaires pour organiser un film documentaire dans ce sens, et que le Togo a été retenu, tout comme le Nigeria, comme centre de production de ce film. Donc il est venu en fait rendre compte au président en exercice et recueillir ses conseils et instructions pour véritablement le début et pour déclencher en fait la production de ce film qui va améliorer les conditions de vie, de passage de nos concitoyens. Je vous le disais en titre, le protocole d'accord sur l'éducation issu des discussions au sein du groupe de travail constitué en début d'année a été signé ce jeudi sous le contrôle du Premier ministre Komi Selom Klassou. D'un côté, les membres du gouvernement et de l'autre, les fédérations des syndicats des enseignants, et ceci pour plus de sérénité dans le secteur éducatif au Togo. Les précisions avec Clarisse Atikle. Le secteur éducatif togolais vient de faire un pas de géant dans la résolution de la crise que connaît ce secteur depuis des années. Le protocole d'accord introduit par le groupe de travail en vue de la compréhension entre les différents acteurs du système éducatif a reçu l'aval du gouvernement. À tour de rôle, les fédérations et les coordinations des syndicats des enseignants ainsi que les membres du gouvernement ont apposé leur signature, donnant ainsi corps aux engagements entre le gouvernement et les syndicats des enseignants, notamment sur les différentes préoccupations des enseignants. Aujourd'hui, le protocole d'accord nous a permis, au-delà des conditions de vie et de travail des enseignants, de toucher les besoins et les défis du système. Parce que nous sommes tous conscients que l'enseignant, même si on lui offre toutes les conditions de vie, s'il doit rester sous un arbre pour dispenser ses cours, il n'est pas dans les bonnes conditions de travail. Donc nous avons regardé ça et surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'à partir de ce protocole, concernant les points qui ont été mis au débat sur lesquels nous sommes accordés, qu'une partie ne soit plus forcée à pouvoir mener des actions avant de se faire entendre. C'est par rapport à cela qu'il y a un point capital par rapport à ce protocole d'accord qui appelle toutes les parties prenantes à jouer franc jeu. Suite aux discussions, il a été octroyé un montant pour 2018 et ce montant va naturellement être reconduit en 2019 plus le montant de 2019. J'avoue que dans le protocole d'accord, il y a eu des avancées et sur cette base-là, nous pensons que nous pouvons nous entendre. Par la signature de ce protocole d'accord, le gouvernement togolais vient une fois encore de démontrer sa bonne foi dans la recherche de solutions durables aux problèmes du secteur de l'éducation. Articulé en 10 points, décliné en plusieurs sous-points, ce protocole d'accord est destiné à assurer la mobilisation des volontés, des énergies et des compétences en faveur de l'école togolaise et pour la réussite du système éducatif. Le gouvernement se réjouit du fait que, dans le respect de la feuille de route qui vous a été remise, vous avez établi un diagnostic partagé sur l'état actuel de notre école, ses forces et faiblesses, ses réussites, mais aussi les défis à relever sur les 5 prochaines années. Il est évident qu'il nous faut absolument adopter une démarche inclusive et participative, mais aussi privilégier l'approche globale pour la résolution efficiente et durable des problèmes du secteur éducatif. En effet, comme nous vous l'avions rappelé le 11 janvier 2018, je cite, « Nous devons construire une stratégie d'ensemble
où seront intégrés et pris en compte les besoins en infrastructures immobilières, mobilières, les effectifs réels d'enseignants, les outils pédagogiques de support, tant pour les enseignants que pour les apprenants, les centres de formation pour garantir la qualité, les besoins en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle, les politiques concernant les rémunérations, notamment en matière indemnitaire, le temps de travail des enseignants, les impératifs d'une gestion optimale des ressources de l'État et axée sur les résultats nous imposent d'aborder les problèmes du secteur de l'éducation de manière globale. Oui, l'approche globale doit être retenue à l'avenir sur une perspective pluriannuelle, car les efforts budgétaires consentis au secteur de l'éducation ne peuvent pas être durablement efficaces et générateurs de solutions tangibles sans une vue synoptique ou panoramique de tous les besoins interconnectés. Fin de citation. Le gouvernement, avec les orientations avisées du président de la République, réitère sa volonté de créer les conditions appropriées pour l'atteinte des objectifs en milieu scolaire. En mars 2017 déjà, il a décidé de doubler la prime d'incitation à la fonction enseignante. En septembre de la même année, tous les enseignants sans distinction de catégorie ont bénéficié d'une augmentation de la prime unique de 5 000 francs CFA. Au titre de cette année 2018, un montant de 2 milliards de francs CFA est prévu pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Au niveau de l'enseignement confessionnel, le gouvernement renouvelle sa détermination à améliorer la subvention octroyée à ce secteur d'enseignement pour une meilleure prise en charge des 1045 enseignants. Il en est de même pour l'intégration de l'indemnité forfaitaire de 20 000 francs CFA au solde de base des enseignants bénéficiaires. Au regard de tous ces efforts, le gouvernement demande qu'à l'instar de l'école, où, malgré la pluralité des acteurs dans une école, il y a des enseignants, des surveillants, directeurs, inspecteurs, conseillers pédagogiques, personnel d'encadrement administratif et j'en passe, chacun joue parfaitement son rôle et rien que son rôle. Donc, le gouvernement demande que dorénavant, chaque acteur privilégie la performance et l'atteinte des résultats en évitant de poser tout acte exogène à l'école, mais dont les conséquences viendraient impacter et perturber le bon fonctionnement ou le bon déroulement des activités pédagogiques. J'invite chacun des acteurs, voire chacune des parties prenantes, à faire preuve de bonne volonté en respectant fidèlement les dispositions du protocole d'accord. Comme vous pouvez le deviner aisément, les nombreuses perturbations de cette année scolaire vont conduire impérativement à un réaménagement du calendrier scolaire. Pour ce faire, j'invite le ministre des Enseignements primaires et secondaires et de la formation professionnelle, ainsi que le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à élaborer et faire connaître dès la semaine prochaine le nouveau découpage de l'année scolaire. Enseignants, élèves, parents d'élèves, syndicats d'enseignants, personnel d'encadrement pédagogique et administratif, bref, tous les acteurs et usagers de l'école. Le gouvernement vous invite à mutualiser les efforts pour un heureux aboutissement des activités pédagogiques en cours, et ce, dans l'intérêt de la nation tout entière.
La sérénité et le calme sont donc de retour dans ce secteur. Et c'est tout à l'avantage des apprenants pour qui le gouvernement met les moyens afin qu'ils bénéficient d'une formation de qualité. Les apprenants d'aujourd'hui sont légitimement appelés à devenir les responsables de demain. Il faut donc dès à présent leur offrir la chance et les opportunités d'y parvenir. Nous annoncions la présence à Lomé de l'émissaire angolais et après avoir été reçu par le chef de l'État, le ministre angolais des Affaires extérieures a rencontré son collègue togolais, le ministre des Affaires étrangères, Robert Dossé. Ensemble, ils ont passé en revue les différents instruments juridiques de la coopération existante entre Lomé et Luanda et évoqué également des sujets d'intérêt commun à la sous-région. Les précisions avec Ramdan Bassina. La visite de la délégation angolaise au Togo se traduit par l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. De ces échanges entre le ministre des Affaires extérieures de l'Angola, Manuel Augusto, et Robert Dossé, ministre des Affaires étrangères, il ressort que Lomé et Luanda entendent intensifier les échanges commerciaux et économiques devant aboutir à une croissance partagée et bénéfique pour les deux pays. Il a été question aussi de la signature prochaine d'un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services des deux États. S'agissant des questions internationales, les deux diplomates ont exprimé leur volonté d'œuvrer au renforcement de la CEDEAO et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC en vue de juguler le phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme violent sur le continent. Autre sujet abordé, le dernier sommet de la CEDEAO à Lomé et le rôle du chef de l'État, Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO dans la résolution de la crise bissau-guinéenne et le maintien de la paix et de la sécurité internationale dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. La branche économique du Forum francophone des affaires a organisé ce matin à Lomé une conférence sur l'apport du partenariat public-privé dans la croissance de l'économie francophone. L'idée est d'amener les différents acteurs que sont les hommes d'affaires, représentants des institutions d'État, à mieux cerner le concept et leur montrer en quoi ce partenariat peut contribuer au développement de l'économie de notre pays. Dédé Koussao, Carmen Madji, Akakou. Le secteur privé contribue à plus de 50% au développement économique des pays. Au Togo, les investissements du secteur privé représentent le tiers des investissements annuels du pays. C'est pourquoi le 31 mars 2017, le gouvernement a renforcé sa politique de séduction et de confiance envers le secteur privé en mettant en place le cadre de concertation publique-privée. Pour donc amener les acteurs à mieux cerner ce concept qui semble nouveau mais salutaire pour l'émergence du Togo, le Forum francophone des affaires, la branche économique de la francophonie, édifie ici les chefs d'entreprise, opérateurs économiques et représentants des institutions de l'État sur le thème « Le partenariat public-privé pour la croissance de l'économie francophone ». Nous voudrions que l'ensemble du secteur privé, en fait des hommes d'affaires qui viennent du secteur privé, qui ont des moyens, nous voudrons qu'ils puissent s'organiser et mettre un peu ces moyens à la disposition de l'État pour que l'État puisse atteindre ses objectifs en matière de construction d'infrastructures et de tout ce que nous avons besoin pour atteindre l'émergence. Le partenariat public-privé peut effectivement contribuer à la production de la richesse nécessaire à la réduction de la pauvreté selon cette présentation. Cette initiative du Forum francophone des affaires est donc saluée par certains chefs d'entreprise. Le partenariat public-privé, selon nous, répond parfaitement à cette nécessité justement de rendre d'abord la notion de gouvernance totalement systématique dans la conduite de nos affaires au niveau économique et au niveau public et de voir comment rendre davantage performante l'économie togolaise. Donc on a eu à échanger effectivement avec les différents acteurs et je pense que nous avons donné les informations nécessaires et que nous jugeons vraiment utiles pour pouvoir permettre à chacun de comprendre un peu sur quoi est basé le programme national de développement, axe 2, celui des agropoles, et comment créer davantage effectivement de croissance, de richesse et régler davantage la problématique des emplois de façon stable. Cette rencontre
rentre dans le contexte de la quinzaine de la francophonie commémorée les 20 mars de chaque année. Agriculture à présent, pour une bonne conservation des produits agricoles, il est prévu dans le cadre du projet d'appui au développement de l'agriculture au Togo PADAT, la construction de magasins de stockage des produits. Ces infrastructures seront donc équipées de palettes. Et une délégation du ministère en charge de l'agriculture a donc fait un déplacement dans le Wawa pour constater le niveau et l'état de fabrication de ces équipements en vue d'entreprendre des actions visant à accompagner les producteurs dans la conservation de leurs produits. Les précisions depuis Atakpamé de Silver Abdou. Des palettes pour équiper les magasins de stockage des produits agricoles dans le contexte du projet d'appui au développement de l'agriculture au Togo PADAT en vue d'assurer une meilleure conservation des produits, contribuant ainsi à améliorer la sécurité alimentaire. Plus de 2900 palettes ont été donc confectionnées et l'équipe du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est ici pour s'assurer de l'effectivité et du bon état de ces équipements fabriqués pour la circonstance. Le PADAT a déjà construit 343 magasins de stockage et va construire encore 207 magasins de stockage. Tous ces magasins de stockage seront équipés de palettes. Et donc les palettes sont prévues pour permettre le stockage ou bien l'entreposage de ces produits agricoles. Les promoteurs ont opté pour ce système en vue d'éviter certains problèmes en matière de stockage des produits. Éviter à ce qu'il y ait la dégradation de la qualité des produits qui sont stockés. Et les dégradations peuvent provenir de manque de ventilation, du contact avec de l'humidité qui pourrait remonter à partir du plancher et contaminer les produits entreposés et entraîner le développement des moisissures. Au fini, c'est d'accompagner les producteurs agricoles, dont les femmes et les jeunes, à améliorer la productivité dans les secteurs cibles, notamment celui du riz, du maïs et du manioc. Il s'agit également de parvenir à la valorisation de ces produits agricoles pour assurer leur véritable mise en marché. Et parlant toujours des innovations dans le secteur agricole, sachez que le ministère de l'Agriculture vient de se doter de 3 unités mobiles de sélection, de traitement et de conditionnement de semences. C'est à travers le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO que le gouvernement togolais a pu mobiliser 208 millions de francs CFA pour ces 3 machines qui devront contribuer à une nette amélioration de la production agricole au Togo. Et c'est le ministre en charge de l'Agriculture qui a réceptionné ce matériel agricole pour le compte de l'ICAT. Serge Dastom, Rachel Aouko. Des unités mobiles conçues pour le traitement et le conditionnement des semences. De fonctions polyvalentes, elles permettent aux producteurs de trier d'abord les semences, ensuite les calibrer et enfin les traiter à base de produits phytosanitaires et en un temps record. Le résultat, le voici. Des semences certifiées et de bonne qualité. Les semences, quand elles sont récoltées, ne sont pas toutes bonnes à semer. Il y en a qui sont grosses, il y en a qui sont petites, il y en a qui sont trop grosses. Donc ça demande une certaine dimension, certaines mailles pour être des semences de bonne qualité. Donc ces unités nous permettent de faire ce tri-là pour avoir les meilleures semences qui pourront naturellement avoir un taux de germination beaucoup plus meilleur. Et la conséquence de tout ça là, c'est d'améliorer la production. Le Togo, à travers son vaste programme de relance du secteur agricole, entend accorder une importance capitale aux semences de qualité pour de meilleurs rendements. Et ces unités sont alors les bienvenues. Avec ces équipements, on va arriver au stade où on va pouvoir calibrer, faire les traitements phytosanitaires et puis reconditionner automatiquement aux quantités où on veut. Si on met aujourd'hui sur le marché des semences de meilleure qualité, je pense que le rendement va beaucoup s'améliorer. Le gouvernement, dans cette dynamique, met le cap sur la mécanisation de l'agriculture, devenue aujourd'hui une priorité. Les producteurs seront ainsi soulagés et pourront améliorer leur productivité. Le gouvernement togolais a fait le choix de moderniser le secteur agricole. Donc il faut nécessairement réunir tous les leviers nécessaires qui entrent dans la modernisation du secteur de façon à pouvoir toucher les cibles qui sont prévues. Et donc ces machines qui ont été acquises permettront aux paysans que nous allons d'abord même constituer en entreprise agricole et ils vont
suivre des formations de manière à pouvoir entretenir ces machines-là dans de très bonnes conditions. Les paysans qui vont utiliser ces machines peuvent avoir des champs et c'est même souhaitable qu'ils aient des champs, mais il faut que ce soit des producteurs qui produisent des semences. Quant à la gestion, nous allons projeter les machines dans les zones à forte production de semences. On a déjà un fichier qui nous donne une idée claire sur le positionnement des machines. Le gouvernement a donc mobilisé 208 millions de francs CFA pour obtenir ces machines. Cette action se situe dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. Les semences certifiées prises en compte sont le maïs, le riz, le soja, le sorgho et le niébé. Les futurs pèlerins à la Mecque cette année s'apprêtent déjà et depuis mardi, ils sont au service des passeports où des dispositions sont prises pour leur permettre d'avoir leur passeport, document indispensable pour leur permettre de respecter le 5e pilier de l'islam cette année. Les précisions avec Emmanuel Kalgora. Du 3 avril au 3 mai 2018, tout pèlerin résidant au Togo a la possibilité, comme chaque année, de se faire enregistrer auprès du comité d'organisation du Hajj et de se mettre en règle pour le voyage Togo-Arabie Saoudite-Togo. À ce jour, près de 400 personnes ont déjà accompli leurs formalités. Cette année, il y a une exception. Avant, les choses se font après le carême. Cette année, l'Arabie Saoudite a décidé que les formalités finissent avant le carême. Nous invitons nos frères qui hésitent encore, s'ils doutent, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui ont déjà payé, ils sont en train de faire les formalités pour avoir le visa pour le pèlerinage 2018. Une fois inscrits dans les agences de voyage, ceux-ci se présentent au service des passeports en vue de se faire établir leurs documents de voyage. Le processus d'établissement du passeport pour le pèlerinage obéit aux mêmes règles que le processus du passeport ordinaire. La seule différence, c'est que le pèlerin doit arriver avec un carton et ce carton est visé par la commission. Nous, au niveau du service des passeports, c'est qui nous prouve que l'intéressé a payé. Donc nous recevons ainsi la personne avec le carton, nous lui remettons la fiche de renseignement que l'intéressé remplit. Après avoir rempli la fiche de renseignement, on l'envoie d'abord vers l'équipe de vaccination. Il fait sa vaccination et il revient vers nous avec le carnet de vaccination. Là, nous procédons à la prise de la taille, aux empreintes, au signalement et en fin de compte, on fait l'enregistrement, on lui prend la photo pour l'établissement du passeport. Le coût total du pèlerinage à la Mecque cette année est de 2 190 000 francs CFA. La validité du passeport délivré pour la circonstance varie entre 1 an et 5 ans selon que l'on soit à jour ou non avec les pièces d'identité exigées pour sa délivrance. L'actualité, c'est également cette bonne nouvelle pour les détenus au Togo. Des projets visant à améliorer leurs conditions de détention ont été lancés ce jour par le garde des Sceaux, ministre en charge de la justice, et ceci pour leur permettre d'avoir accès à une alimentation saine et variée, à l'assainissement et aux soins de santé de qualité. Des projets lancés sont financés par l'Union européenne à travers le programme d'appui à la modernisation du secteur de la justice. Ulrich Amega de Douaré. Au début de cette année, plus de 5000 détenus sont repartis dans 13 prisons du Togo pour une capacité d'accueil d'environ 2440, ce qui pose un problème de surpeuplement qui impacte négativement les conditions de vie des détenus. En 2015, l'Union européenne et le gouvernement ont mis en place le programme d'appui au secteur de la justice pour moderniser et renforcer l'accès, la performance et la qualité de la justice au Togo. Ce programme permet aujourd'hui de financer des projets retenus pour l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. Les détenus doivent avoir droit à des conditions de vie appropriées. L'administration pénitentiaire a l'obligation d'assurer les conditions de détention respectueuses de la dignité de la personne. C'est la combinaison des mesures à prendre, des actions à engager qui vont au-delà des établissements pénitentiaires qui peuvent améliorer les conditions de détention. Je suis convaincu que grâce à l'action du ministère de la Justice,
le Togo peut arriver à relever ce défi. Ces projets prennent en compte 3 axes prioritaires, notamment l'assainissement des prisons, l'amélioration de la situation médicale et alimentaire des détenus et leur réinsertion sociale et économique. Pendant une période de 15 mois, les choses vont être différentes de ce qu'elles étaient avant, parce qu'il y aura du nouveau dans le quotidien du détenu togolais. Pour le ministre en charge de la justice, il s'agit de faire jouir aux prisonniers leurs droits de détention, favoriser leur insertion professionnelle et leur permettre de quitter les maisons carcérales dans un état physique et mental bien réhabilité. Le prisonnier, il a droit à la santé, il a droit à l'alimentation, il a droit au loisir, il a droit au bien-être. Et c'est la raison pour laquelle ces projets phares qui résultent donc du programme d'appui au secteur de la justice sont bienvenus et seront exécutés par les consortiums qui ont été retenus à cet effet. Et je suis sûr qu'en le faisant, c'est une œuvre humanitaire de haute portée qui sera inscrite dans les annales de la prison ou des prisons du Togo. Les consortiums retenus pour piloter ces projets sont donc appelés à un engagement sérieux et responsable pour satisfaire aussi bien les bénéficiaires que les bailleurs et résoudre de façon rationnelle les problèmes du milieu carcéral sur l'ensemble du territoire national. Et nous poursuivons avec ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Notre pays, le Togo, s'apprête à célébrer le vendredi 27 avril 2018 prochain le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À cet effet, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales invite tous les citoyens togolais et groupes organisés sur l'étendue du territoire national à prendre massivement part à l'opération Togo propre, fête de l'indépendance, en vue du nettoyage des villes et quartiers, des cantons et villages le samedi 21 avril 2018 de 6h à 8h. Pendant le déroulement de l'opération, la circulation est interdite, à l'exception des interventions d'équipes de secours et de sécurité pour la protection civile des populations. Des équipes des médias publics et privés feront le tour des différentes localités pour constater et rendre visibles leurs actions citoyennes. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales remercie à l'avance les populations pour leur civisme. Et après le 27e tour cycliste international du Togo qu'il a couvert, nous retrouvons ce soir notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Claude, notre sélection nationale des moins de 20 ans reçoit dimanche prochain au stade municipal de Lomé son homologue du Gabon pour le compte du match retour des éliminatoires de la CAN de la catégorie prévue au Niger en 2019. Effectivement, Anita, ce matin, le ministre en charge des sports, Guy Madié Lorenzo, était aux côtés de nos ambassadeurs, histoire de booster leur morale. C'était justement au stade municipal. Nous l'écoutons. C'est qu'un ministre des Sports peut dire à ses joueurs à la veille d'une compétition dans laquelle ils ont un rôle à jouer, c'est-à-dire les encourager, voir si le moral est bon et leur dire tout le bien que nous pensons en d'eux et surtout leur demander de ne pas essayer d'être extravagant sur le terrain, mais de mettre en application ce que leur coach, leur entraîneur leur ont enseigné et pour pouvoir assurer la victoire. Le premier match qu'ils ont fait, ce n'était pas chez eux, ils n'avaient pas leur public. Ils sont jeunes, hein, faut pas, ils ont moins de 20 ans. Et maintenant, ils vont jouer devant leur public. Et s'ils sont arrivés à être sélectionnés parmi les U20, c'est parce qu'ils ont du talent. Ils ont vu là où ça a pêché lors du premier match. Donc ils vont colmater et puis normalement c'est largement à leur portée. Ça leur fera du bien s'ils voient que leur public est là, qu'ils sortent pour que les jeunes voient que
le public loméen, le public togolais est sorti pour le regarder. Et Claude, notre capitale, Lomé abrite depuis hier un tournoi international de tennis dénommé Circuit africain des 14 ans et moins. Le dit tournoi regroupe des jeunes pratiquants de la discipline en quête d'un meilleur classement en vue de compétitions à venir. Jean Kofi et Dedi. 47 athlètes au total, ils viennent de 9 pays africains dont le Togo, pays organisateur. Parmi eux, 12 Togolais, 4 filles et 8 garçons. En première journée de compétition, la moisson n'est pas très encourageante côté togolais et pour cause, les 2 joueurs favoris ont perdu. Valentine Talaki est tombée devant l'Ivoirienne Sopure Grasse 2-7-0. 6-4, 6-4. Son compatriote Isaac Padio l'a suivi, battu également 2-7-0, 6-4, 6-0 par l'Ivoirien Bruce. Seuls Dogbefu Kossi et Ishan Derman ont sauvé l'honneur en se qualifiant pour les quarts de finale. Ces 2 athlètes font rêver le staff technique togolais. Ce n'est pas facile, leurs adversaires sont trop costauds, mais nous croyons, nous avons espoir que nous allons gagner. C'est le tactique, c'est le mental, c'est le physique, c'est beaucoup de choses qui interviennent lors d'un jeu. Donc, et nous croyons que nos joueurs sont assez aguerris. Nous espérons quand même au niveau des garçons aller en finale. Et chez les filles, pourquoi pas la finale? Ce circuit africain des 14 ans et moins prépare les participants aux échéances de plus haut niveau. Avant, c'était un système qui consistait à organiser un circuit et on prend les 8 meilleurs. Mais aujourd'hui, c'est le cumul des circuits organisés en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Nord, qui fait le classement et on choisit les joueurs pour participer au championnat de cette catégorie. Nous avons enregistré d'autres pays qui ne participaient pas à ce circuit avant et qui sont là notamment le Kenya, l'île Maurice et le Madagascar. Donc ce qui est une note de satisfaction pour l'organisation de ce circuit cette année à Lomé. Samedi prend fin la première étape, celle des rencontres individuelles. La deuxième étape démarre le même jour et l'apothéose est prévue pour le mardi 24 avril prochain. Claude Bouclon par la 4e édition du tournoi Label Print remporté par le centre sportif des jeunes de Mounas. Et nous sommes bien sûr en football. Oui, Anita, en finale disputée sur le terrain de Vaposito, le CSJ Mounas a battu le centre d'études sportives Rosario à l'épreuve des nerfs 4-2, temps réglementaire, 1 but partout. Martin Sandani Mankoubi pour plus de précisions. Voilà. Après le coup d'envoi donné par le promoteur et le président de la Fédération togolaise de football, le centre d'études sportives Rosario d'Avedji en maillot jaune et le CSJ Mounas de Kakaveli en noir se sont lancés dans une confrontation âprement disputée. La première période a été dans l'ensemble dominée par le CES Rosario qui a trouvé le chemin des filets dès la 17e minute sur cette reprise de Wilfried Ataba consécutif à un corner. Malgré le réveil des Noirs en fin de période, le score restera à 1-0 à la pause. À la reprise, le centre des jeunes sportifs de Mounas prennent leur revanche et égalisent à la 77e minute par Hervé Pochor qui profite de la maladresse de la défense des jaunes. 1 but partout, score final, et c'est à l'issue des tirs au but 4-2 que le CSJ Mounas remporte cette finale de la 4e édition du tournoi Label Print. Une initiative saluée par le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guiakovi. Nous encourageons ce genre d'initiative. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour le soutenir parce que organiser des tournois comme ça dans un quartier, je crois que c'est une bonne chose pour la fédération parce que on voit au cours de ce tournoi-là, on peut toutefois détecter des jeunes talents. C'est le cas de Foudou là-bas. Qu'on a retrouvé lors de ce tournoi-là et aujourd'hui qui est grand joueur, un international, je crois que c'est une initiative que nous devons encourager. Pour le promoteur de ce tournoi, le bilan est satisfaisant. Le bilan est vraiment positif. Ce que j'attends, je l'ai vu, c'est-à-dire voir des jeunes talents. Et je remercie surtout les jeunes du canton de Vaposito et d'Avedji qui ont adhéré à mon projet de promouvoir le football à la base. On est en train de préparer un tournoi
de moins de 13 et 15 ans. Vous savez, à notre époque, on a joué au sport de masse, mais il faut donner la chance à nos petits frères de jouer au mois d'août, quand les élèves seront en vacances. Démarré en janvier dernier, la compétition a connu la participation de 6 équipes du canton d'Avéji qui sont tous repartis avec ballon, enveloppe et attestation. Le finaliste malheureux, le CES Rosario, s'est contenté de la médaille d'argent, des ballons, plus une enveloppe. Tandis que le CSJ Mounas, vainqueur de cette compétition, s'est adjugé la médaille d'or, des ballons, enveloppe plus le trophée mis en jeu. Anita, ainsi se referme la page des sports d'aujourd'hui. Alfred Kolani et ses invités retrouveront les férus du championnat anglais samedi à travers Direct Foot. Merci Claude et on se donne rendez-vous jeudi prochain. Quand le mariage est trop tôt imposé, c'est le thème de l'émission Jeudi Femmes de ce soir. Lys Diamier et ses invités vous donnent rendez-vous à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise. Merci de votre fidélité à la chaîne mère. Bonsoir.